Le Moyen-Âge est une période agitée, tant en Orient qu'en Europe, en raison de la succession ininterrompue de conflits militaires qui opposent les différents royaumes chrétiens, comme la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France, ou bien les affrontements incessants qui débutent au XIIe siècle entre la couronne d'Aragon et la France pour la domination de l'Italie, ou encore les croisades opposant musulmans et chrétiens. Contrairement aux idées reçues, à quelques exceptions près, les armées qui s'affrontent au Moyen-Âge sont généralement peu nombreuses, surtout au cours du Haut Moyen-Âge qui va de 476 jusque vers l'an 1000. Il faut préciser qu'à l'époque médiévale, les forces armées se composent essentiellement de soldats non professionnels ou bien de mercenaires. Ainsi, par exemple, dans le Royaume de France, le recrutement des troupes repose essentiellement sur le volontariat à quelques exceptions près, notamment en cas d'urgence. L'armée n'est alors composée que de soldats de métier. La naissance d'une armée régulière en France prendra encore des siècles. Au Moyen-Âge, les différents corps de troupes sont pour l'heure levés par les seigneurs eux-mêmes, et l'armée royale n'est donc que le conglomérat de bandes appartenant aux différents barons, comtes ou ducs. Cependant, outre les célèbres ordres militaires tels que les Templiers ou les Chevaliers teutoniques, il existe également des unités militaires spécialisées dans le combat qui servent certains royaumes et fonctionnent comme des mercenaires, combattant pour quiconque les engage et les paie. Aujourd'hui, sur Hérodote, la chaîne Histoire, nous allons découvrir ou redécouvrir 5 des unités militaires les plus célèbres de l'époque médiévale. Bon visionnage! Les XIe et XIIe siècles voient l'invasion de la péninsule ibérique par les Almoravides, une tribu nord-africaine qui a fait une nouvelle lecture de l'islam et incarné un mouvement religieux plus strict, entreprenant une purification religieuse contre les chrétiens et les musulmans eux-mêmes qui se sont écartés de la doctrine qu'ils considèrent comme vraie. Cependant, comme l'occupation par les Almoravides de ces territoires situés principalement dans le sud de la péninsule est strictement militaire, du fait qu'ils ne disposent pas des capacités humaines suffisantes pour dominer le territoire, l'émir Youssef ben Tachfin décide à cet effet de créer la Garde Noire afin justement de conserver cette suprématie militaire. L'une des curiosités de cette unité guerrière est que la plupart de ses membres sont des Aratines, appelés également Maures noirs, appartenant au groupe ethnique des Noirs vivant au Maghreb et dans l'ouest du Sahara, en l'occurrence du Maroc, jusqu'à la Libye. Ces guerriers sont habitués à parcourir de longues distances à pied et leur équipement de combat se compose de lances, d'arcs et de boucliers en peau de bovin. Ils ont également l'habitude d'exécuter des danses cérémonielles avant les combats, dans le style du célèbre haka maori, battant du tambour et se peignant le visage afin d'effrayer leurs ennemis. Le contingent va s'avérer être un sérieux obstacle pour les armées rivales, car ils ont tendance à mener des attaques groupées et selon certaines sources sujettes à caution à s'enchaîner les uns aux autres afin d'éviter que leur ligne ne soit brisée par leurs ennemis. Quoi qu'il en soit, cette fameuse garde noire va rapidement devenir la garde personnelle de l'émir. En 1086, lors de la bataille de Zeyaka, près de Badajoz en Espagne, la garde de Youssef ibn Tachfin est déjà presque exclusivement composée d'esclaves noirs, qui lui permettent de remporter une victoire décisive sur Alphonse VI de Castille. Ainsi, dès la fin du XIe siècle, la garde du sultan est communément appelée garde noire. Cette tradition de recrutement africain est ensuite perpétuée par les Almohades. Les historiens rapportent notamment qu'en 1184, lors du siège de Santarém au Portugal, la garde noire protégeant le sultan, qui comptait aussi des Kurdes et quelques miliciens chrétiens, fut entièrement décimée en protégeant son maître. Une armée qui, en tout cas, va perdurer au Maroc jusqu'au XVIIIe siècle, où à son apogée, elle atteint entre 150 000 et 200 000 hommes. La garde noire sera envoyée dans plusieurs forteresses afin de défendre les frontières contre les attaques des Turcs, mais aussi contre les menaces berbères. Ceux qui la composaient étaient craints par les autres peuples marocains, non seulement en raison de leur statut de serviteurs du roi, mais aussi car ils patrouillaient dans les campagnes marocaines et collectaient les impôts. Ils étaient également plus haut gradés et grassement payés.
Vers 1697-1698, on leur donna même le droit de posséder des biens. Cependant, après la mort de Moulay Ismaël en 1727, leur statut diminua car ils n'étaient tout simplement plus payés. L'origine de la désignation de ces forces de combat remonte au Xe siècle, lorsque de petits groupes de Sarrasins armés attaquaient les royaumes de la péninsule ibérique. Par la suite, les techniques stratégiques et tactiques des groupes sarrasins vont être adaptées par les royaumes chrétiens au point qu'une série d'unités militaires importantes, principalement de l'infanterie légère, mais également des espions, vont voir le jour dans la plupart des armées chrétiennes, jouant un rôle particulièrement important dans la Reconquiste. La majorité de ces soldats sont des mercenaires ou miliciens et se mettent au service de la couronne d'Aragon. Ils sont majoritairement catalans et aragonais et constitués en compagnie. C'est ainsi qu'au cours des XIIIe et XIVe siècles se crée la Compagnie catalane d'Orient, sous les ordres d'un certain Roger de Flore, envoyé comme mercenaire dans l'Empire byzantin au XIVe siècle afin de combattre les différents sultanats turcs qui infestent à l'époque l'Anatolie. Ils vont rapidement se rendre célèbres, notamment par leur habitude consistant à pousser des cris de guerre en frappant des pierres avec les pointes de leurs lances, dans le but d'impressionner leurs ennemis juste avant de se lancer dans la bataille. Une attitude qui a effrayé nombre de leurs contemporains, les qualifiant de véritables démons. Quoi qu'il en soit, après l'assassinat de Roger de Flore à Adrinople, ces mêmes Almogavres vont avoir maille à partir avec des Grecs et leurs alliés dans leur quartier de Gallipoli, où leurs ennemis sont venus les attendre. Un épisode qui va se solder par la dévastation pendant 2 ans de l'Empire en guise de représailles, les Almogavres se livrant à la célèbre vengeance catalane. Généralement, les Almogavres sont pour la plupart des forces de choc de l'infanterie qui combattent avec des armes courtes, telles que des petites lances de la taille d'une fléchette appelée ascona, mais également des venablos, sorte de javelots, et ils sont de plus équipés de couteaux de différentes dimensions, connus sous le nom de coltels. À cela s'ajoute un petit bouclier en bois et occasionnellement une cotte de maille et un casque appelé capelle de rête. L'ensemble de cet équipement reste tout de même plutôt léger, ce qui facilite leur polyvalence sur le champ de bataille. Il faut également souligner qu'ils ont l'habitude de mener une vie très dure, combattant sous le regard de leurs enfants et de leurs femmes, avec lesquels ils se déplacent toujours, les enfants apprenant ainsi le métier des armes. Ils ne pratiquent en règle générale aucun métier à part celui des armes et ont pris rapidement l'habitude de se servir sur l'habitant, ce qui les rendait fort détestables en temps de paix pour quelque monarque que ce soit. Cependant, l'équipement, l'habillement et l'apparence des Almogavres varient beaucoup en fonction du territoire où ils se trouvent. La guerre est un mode de vie car ils combattent en échange d'un paiement de la part des nobles et des rois, et lorsqu'ils ne combattent pas, on les retrouve généralement sur les territoires frontaliers, entreprenant des pillages sur le sol musulman. Ils font également du commerce avec la vente et la rançon des prisonniers capturés lors des batailles. Leur qualité principale réside dans l'agilité, l'endurance et la force d'âme. Ce qui fait qu'à une époque où la chevalerie est l'arme préférée des souverains et dans laquelle l'idéal chevaleresque est le modèle du guerrier, les Almogavres se contentent, eux, d'utiliser le terrain à leur avantage, combattant de nuit, se déplaçant à pied et ne portant pas de grosses cuirasses qui les auraient rendus moins mobiles. En outre, ils sont structurés de manière hiérarchique sous la conduite d'un capitaine, Almugaten, et lorsqu'ils doivent livrer une attaque plus importante, ils reçoivent leur ordre d'un commandant Adalil, désigné par le roi, et qui se devait d'avoir une connaissance approfondie du terrain ainsi que des moyens de ravitaillement pour les troupes. Il doit également être un bon pisteur afin de pouvoir poursuivre et retrouver ses ennemis. En fait, il possède un rang similaire à celui d'un chevalier et se retrouve au final chargé d'organiser les expéditions et les raids. L'homme qui occupe ce rang d'Adalil est généralement choisi par 12 chevaliers. Après sa nomination, il se doit de prêter serment devant le roi qu'il va servir, et certains d'entre eux finissent même par faire partie de l'escorte personnelle du souverain en question. À partir du XIVe siècle, ce rang devient héréditaire, plaçant la figure du seigneur au même niveau que celle du noble. Bien que les Almogavres soient principalement des troupes d'infanterie, ils peuvent néanmoins
mais à de rares exceptions, montés à cheval. Mais pour obtenir cette compétence, ils se doivent de posséder une grande expérience du combat et être acceptés par le reste des Almogávaras qui sont sous ses ordres. Sur le champ de bataille, ils sont positionnés au front et sur les flancs de l'armée dont ils font partie, divisés en petites unités de 10 à 15 hommes et pratiquant une sorte de guérilla, attaquant par surprise les camps et les lignes de ravitaillement de l'ennemi. Ils sont de plus capables de préparer le champ de bataille de manière à rendre la cavalerie ennemie inefficace en chargeant contre elle, équipée uniquement d'armes légères, ce qui est une nouveauté en Europe, au point qu'ils n'hésitent pas à combattre des chevaliers en leur lançant leurs javelots courts et en s'enfonçant entre les cavaliers adverses, s'attaquant aux chevaux ou bien sectionnant les lanières des selles de chaque monture. Dans les combats au corps à corps, ils se révèlent mortels, attaquant même leurs adversaires à main nue si la situation l'exige. Les Almogávaras furent donc considérés comme l'une des meilleures infanteries chrétiennes de leur époque. Ils sont reconnus par l'historiographie militaire comme les précurseurs de la guerre, de harcèlement ou guérilla. La célèbre garde varègue, appelée également garde varangienne, est une unité d'élite médiévale composée d'hommes d'origine scandinave, dont le rôle principal est la protection de l'empereur romain d'Orient. Comme mentionné, la garde varègue est à l'origine composée par un peuple viking issu de la péninsule scandinave, certains étant installés dans des régions de l'actuelle Russie. Aux alentours de l'an 1000, ils sont déjà très actifs, surtout en mer Baltique et en Europe de l'Est, dont la Russe de Kiev, opérant la route commerciale de la Volga et la route commerciale des Varègues aux Grecs. Après la conquête de l'Angleterre par les Normands, s'y ajoute un nombre de plus en plus considérable d'anglo-saxons fuyant la domination normande. Étymologiquement, le mot varègue désigne une série de guerriers liés à un chef de guerre qui prêtait serment d'allégeance à une série de chefs de tribus. Le terme grec, varangos, dérivé du vieux norrois veringi, est d'ailleurs un mot composé à l'origine de var, signifiant promesse, serment de fidélité, et de kengi, que l'on pourrait traduire par compagnon, le tout désignant un ami juré, un fédéré. Quoi qu'il en soit, ces mêmes varègues établissent également une série de règles de comportement, parmi lesquelles la répartition hiérarchique du butin qu'ils ont obtenu. Toutes ces règles sont d'ailleurs profondément ancrées chez les peuples germaniques, qui à l'époque de l'Empire romain se sont installés au-delà des frontières. Au cours de la première moitié du IXe siècle, les sources byzantines font déjà référence à une série d'attaques menées par des peuples scandinaves provenant de la principauté de Kiev, une principauté connue sous le terme de Rossia, alors que les sources slaves utilisent plutôt le mot Rus, transcrit en grec médiéval, Ros, et en arabe, Rus. Des attaques si féroces que les autorités byzantines finissent par conclure un accord avec ces peuples afin qu'ils rejoignent leur armée en échange d'une bonne rémunération, et surtout dans le but de mettre fin aux hostilités. Cependant, la garde varangienne n'est devenue une unité véritablement structurée qu'à partir de 988, année où l'empereur Basile II, après la conclusion d'un traité avec la Russie kievienne de Vladimir Ier, décide d'intégrer à sa garde personnelle un contingent de 6000 de ses guerriers du Nord. Bien qu'il professe une forte loyauté envers la plus haute autorité byzantine, en l'occurrence l'empereur, ces derniers succombent volontiers au vice de l'alcool ou bien à la violence gratuite entre eux. Ils n'hésitent pas non plus, et ce à de nombreuses reprises, à commettre des abus et à profiter des moments de faiblesse de l'Empire, s'attaquant même à des empereurs tels que Michel VII ou Nicéphore II, alors que leur mission première est de les protéger avant tout. Il faut dire pour leur défense que la loyauté des Varègues s'adresse en premier lieu à la fonction impériale et non à celui qui était sur le trône, ce qui fait une sacrée différence. Comme dit précédemment, c'est lors de l'invasion normande de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant qu'un grand nombre d'hommes d'origine anglo-saxonne se retrouvent à la cour byzantine, tout comme les guerriers scandinaves quelques siècles plus tôt. La diversité se répercute donc sur la garde varègue, qui voit arriver dans ses rangs un grand nombre de ces Britanniques. C'est d'ailleurs cette même garde varègue, nouvelle génération si l'on peut dire, composée d'anglo-saxons et d'anciens guerriers scandinaves, qui affrontera Robert Guiscard
et son fils Bohémond de Tarente en 1081 à la bataille de Dyrrhachium. Une autre évolution notable de cette unité se produit au cours du XIIe siècle, lorsque des mercenaires norvégiens et danois rejoignent l'unité. L'équipement principal de la garde varègue se compose généralement de haches, de jets ou bien à long manche, raison pour laquelle les Byzantins les appellent communément les barbares porteurs de haches, leur capitaine étant appelé chef de la garde des porteurs de haches. Outre la hache, ils peuvent également être équipés d'une épée à large lame, d'un casque semblable à ceux des Byzantins avec un protège-nez ainsi que d'un bouclier circulaire. Aux alentours du XIVe siècle, les varègues ne sont plus guère mentionnés que lors des cérémonies où ils participent au faste en se tenant avec leur hache traditionnelle autour de l'empereur. Et à partir de Jean Cantacuzène, on ne retrouve plus guère de références dans les documents qui indiqueraient une présence scandinave ou anglaise dans l'armée byzantine. Toutefois, et jusque dans les années 1400, on peut encore trouver des personnes s'identifiant comme varègues à Constantinople. Les Sipahis ne sont pas seulement la cavalerie d'élite de l'armée ottomane, ce sont également l'une des unités d'élite les plus durables, puisqu'ils ont été utilisés jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, ils constituent donc la cavalerie lourde de l'armée turque, qui succède à l'Akinji, en l'occurrence une cavalerie légère faisant office d'éclaireur ou bien de troupes de première ligne. Au sein des groupes de Sipahis, il existe une structure spécifique et clairement hiérarchisée, au sommet de laquelle se trouvent les Sipahis timariotes, l'équivalent des nobles européens qui se voient attribuer une série de fiefs appelés timars, dans lesquels ils sont chargés de collecter le tribut et les taxes de ce même territoire. Ils obtiennent également des privilèges en échange d'une aide constante au sultan ottoman, ce qui a permis à ces Sipahis d'accumuler des richesses considérables. Si le Sipahi est capable de rendre un service notable au sultan, celui-ci peut également lui accorder l'autorité sur un ziamet ou un as, qui sont des extensions territoriales plus vastes et bien plus rémunératrices. À noter que les Sipahis, timariotes, sont tenus non seulement de fournir une assistance militaire, tant qu'ils sont en état de combattre, mais aussi d'équiper un certain nombre de soldats qu'ils emmènent sur le champ de bataille. Selon son rang, le Sipahi timariote doit emmener 5 hommes, 20 pour le siamet, Sipahi, et un nombre supérieur à 20 pour ce qui est du as Sipahi. En revanche, ce sont les Sipahis Kapikulu, descendants de la haute noblesse turque, qui constituent quant à eux le gros de la cavalerie, ainsi que le groupe le plus prestigieux de l'armée turque. Ils sont divisés en 6 groupes différents, dont 2 forment l'élite, les Sipahis et les Silarta. Ces derniers composés des meilleurs guerriers viennent de tous les coins de l'Empire, et ne sont donc pas nécessairement d'origine turque. Enfin, ils chevauchent généralement à la gauche du sultan et sont responsables de sa protection. À noter que toutes ces forces ressemblent beaucoup aux janissaires et sont chargées des missions les plus difficiles. L'équipement d'un Sipahi se compose principalement d'une armure de plaques sur une cotte de maille, d'une épée, d'un arc composite, d'un bouclier, d'un carquois de flèches, d'une lance, d'une masse et d'une hache. Son cheval est également équipé d'une armure de plaques lourdes. 2 autres unités chevauchent également à leur côté. Les cariplaires, qui sont les porte-étendards de l'armée du sultan, mais aussi les ouloufessilaires, qui sont quant à eux chargés de la protection du trésor royal en campagne. L'une des curiosités des Sipahis est la profonde inimitié qu'ils entretiennent avec les fameux janissaires, qui ont une importance politique considérable au sein de l'Empire et qui sont la composante principale de l'infanterie Kapikulu. Ces soldats entraînés, après avoir été ramassés, entre guillemets, selon la loi du Devshirme, parmi les garçons chrétiens de 7 à 14 ans des terres conquises par l'Empire. Constituant l'élite de l'armée du sultan, les janissaires ont acquis une réputation intrépide parmi les armées contemporaines. Au XIXe siècle, c'est Mahmoud II qui va dissoudre les janissaires, remplacés par les Sipahis. Cependant, ce sera de courte durée, car Mahmoud II lui-même retirera également les privilèges des Sipahis en 1828, ceux-ci étant intégrés dans les unités d'infanterie modernes en cours de formation.
À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, sous le règne d'Édouard Ier, un corps d'élite commence à acquérir une renommée grandissante grâce notamment à son efficacité dans les affrontements contre les Écossais et les Français lors de la guerre de Cent Ans, en l'occurrence les corps d'archers gallois et anglais. Bien que dépourvus de statut social, ces unités de l'armée anglaise ont eu une importance considérable, tenant tête à la puissante cavalerie française lors d'affrontements légendaires comme celui d'Azincourt en 1415 ou bien face aux piquiers écossais à Falkirk en 1298. Ces hommes qui manient donc un arc long, appelé également longbow, en l'occurrence un arc médiéval très puissant d'environ 2 mètres de long, et ce, avec une grande habileté, ont été recrutés par le roi anglais Édouard Ier lors d'une série de révoltes qu'il a dû réprimer au pays de Galles. Bien que plus tard, ce corps sera également composé d'Anglais, associés toujours à des Gallois, leur habileté et leur force étant mises par la suite au service d'Édouard III lors de la bataille de Haddington Hill en 1333, un conflit qui oppose à l'époque le souverain anglais aux Écossais, des Écossais qu'il parvient à vaincre grâce au déploiement efficace d'archers sur les côtés, l'infanterie et la cavalerie attaquant par le centre l'armée ennemie. De même que l'utilisation des almogavres espagnols est une innovation dans la guerre médiévale, pour lutter contre la cavalerie lourde, l'utilisation des archers par les rois anglais est un succès total, car ces derniers permettent tout simplement d'éliminer à distance et de manière décisive un grand nombre d'ennemis. Cependant, l'idéal chevaleresque veut, à l'époque, qu'il soit honorable d'éliminer les ennemis au corps à corps en signe de bravoure, ce qui fait que ces unités d'archers émérites n'ont au final pas une grande importance sociale et sont du même coup très souvent composées de pauvres gens du sud du pays de Galles ou bien des régions boisées d'Angleterre, où justement on pratiquait régulièrement la chasse à l'arc. A noter que ces archers ne sont pas équipés d'un carquois, mais d'un grand nombre de flèches qu'ils plantent dans le sol, continuellement à réapprovisionner lorsqu'elles venaient à manquer grâce à l'efficace système de ravitaillement anglais. En outre, à de nombreuses occasions, ils ont à leur disposition face à eux une série de feux de joie destinés à tirer des flèches enflammées dont les pointes sont préalablement enduites de substances inflammables. Bien que ces archers soient pour la plupart de rang inférieur, ils peuvent néanmoins être équipés de casques d'une seule pièce et de cottes de mailles, mais leur défense principale réside finalement parmi les unités d'infanterie et de cavalerie chargées de les protéger. Ils peuvent toutefois utiliser également les défenses naturelles offertes par le terrain, telles que les dénivelés, les fossés ou bien même les zones boisées, bien qu'à certaines occasions, des pieux aiguisés avec la pointe tournée vers l'extérieur sont placés devant eux afin de les protéger des charges de la cavalerie ennemie. Cependant, les archers gallois et anglais, à certaines occasions, ont également pris part au combat à l'aide d'épées courtes, de haches ou de poignards, agissant ainsi comme une sorte d'infanterie légère. De même, il est arrivé que les archers se retrouvent au cœur même du champ de bataille, essayant de récupérer des flèches déjà tirées, les stocks de projectiles étant parfois rapidement épuisés. A noter que les archers les plus habiles de l'époque peuvent tirer jusqu'à 12 flèches par minute et atteindre des cibles à 200 mètres de distance. Cependant, l'efficacité des archers gallois et anglais va être largement éclipsée, devenant pratiquement obsolète à la fin de la guerre de Cent Ans, lorsque les Français vont perfectionner l'utilisation d'armes à feu telles que le canon. C'est le cas en 1453, à la bataille de Castillon, où l'artillerie est employée massivement par les Français. Les archers déjà surclassés en portée le deviennent aussi en puissance de tir à bout portant du fait de l'apparition des canons à main. Les Anglais devant se ruer à l'assaut se font en conséquence hacher par les tirs de mitraille. Également, dans la dernière phase du conflit, une stratégie de neutralisation des archers anglais, dont l'entraînement est très long, est appliquée. Capturés, ils sont mis définitivement hors d'état de combattre par amputation du majeur avant d'être rançonnés. Ils préfèrent alors souvent mourir plutôt que de se rendre et être mutilés. Le déclin de l'arc ne fait que commencer, de plus en plus supplanté par l'arquebuse qui compense sa faible cadence de tir par la possibilité d'un tir roulant étendu. De plus, elle utilise des projectiles plus légers, donc plus faciles à transporter en nombre, et dont l'usage ne nécessite pas une formation longue, ce qui permet de renouveler facilement les effectifs en cas de perte. Alors
que l'arc disparaît progressivement des armées européennes, où il est remplacé par l'arquebuse, puis le mousquet, l'Angleterre en garde l'usage, quoique de manière moins massive, jusqu'à la fin du XVIe siècle. Mais à mesure que les armes à feu progressent en portée, précision et cadence, le rôle des archers se marginalise, et en 1589, le Parlement anglais décide qu'ils n'ont plus leur place dans les compagnies, avant qu'ils ne soient définitivement convertis, vers 1595, en piquier et arquebus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous connaissez d'autres unités militaires d'élite, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.